Comment réindustrialiser la France? Ça va demander, je vous le disais, des têtes et des bras. On en parle ce matin avec Franck Morel. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes avocat associé chez Flichy-Granger, ancien conseiller social du Premier ministre Édouard Philippe, expert reconnu du droit du travail. Vous publiez ce matin pour l'Institut Montaigne une note sur la reconversion professionnelle. Il se trouve, vous nous dites dans cette note, qu'un actif sur deux envisage de changer de métier. C'est un chiffre quand même conséquent qui pose des questions sur aujourd'hui le marché du travail français, Franck Morel. Envisage ou a changé de métier, ou a engagé un changement de métier. C'est effectivement un chiffre conséquent qui montre à quel point l'enjeu est majeur pour notre économie, pour notre marché du travail. Et en la matière, on ne manque pas de moyens. Des moyens financiers assez considérables sont consacrés à la formation professionnelle en général et aux reconversions en particulier. Et l'enjeu, il est surtout de dépenser mieux. C'est-à-dire de flécher les moyens qui sont alloués vers les besoins de l'économie, vers les besoins du marché du travail. Et c'est l'objet des 16 propositions qui sont effectivement formulées dans cette note. Alors on va parler d'argent, mais d'abord sur cette reconversion professionnelle désirée ou déjà engagée, parfois aussi subie, parce qu'il faut le dire qu'il y a des secteurs qui décrutent, c'est-à-dire on a tendance à embaucher de moins en moins, voire à virer des gens. Il faut se former pour trouver un emploi ailleurs. Est-ce que ça offre, pensez-vous, Franck Morel, à l'industrie une chance d'attirer des talents vers elle? Parce qu'on sait que l'industrie a un problème d'attractivité. Oui, bien sûr, ça offre en particulier à l'industrie, mais pas uniquement, la possibilité de faire face à des besoins de recrutement qui ne sont pas satisfaits. Pôle emploi a publié il y a quelques jours le nombre de recrutements qui était vain, qui ne trouvaient pas de personnes en face pour occuper un job. 300 000 à peu absolument, près. 300, et qui restent à des niveaux élevés, et on l'entend sans arrêt. Et on voit bien que si la formation, bien évidemment, n'est pas la seule et unique réponse, elle est malgré tout une réponse importante, une réponse consistante. Et donc c'est l'un des objets de cette question du focus à mettre sur les reconversions professionnelles et sur l'utilisation des outils. Alors, si vous le voulez bien, je voudrais mettre en avant un certain nombre de pistes qui sont explorées dans cette note, et notamment l'une d'entre elles qui me paraît essentielle, dès lors que, je l'ai dit tout à l'heure, il faudra flécher les moyens financiers et faire effet de levier, c'est-à-dire faire en sorte qu'un euro dépensé pour la formation professionnelle, qu'il soit dépensé par les pouvoirs publics ou par les acteurs, ait des effets qui soient les plus élevés possibles en matière d'impact sur ces reconversions et sur le marché du travail. L'une des idées qui est mise sur la table, c'est celle de l'amortissement fiscal. C'est quoi l'amortissement fiscal? C'est le fait de considérer pleinement la formation, sur des formations longues bien évidemment, comme un investissement. Quand vous achetez une machine, vous allez amortir cette machine sur plusieurs années puisque vous allez la renouveler. Eh bien, quand vous engagez des moyens financiers spécifiques pour former quelqu'un à des compétences particulières qui, au bout d'un moment, deviendront obsolètes et nécessiteront d'être renouvelées, eh bien, il n'est pas illégitime qu'on puisse permettre d'amortir fiscalement, c'est-à-dire avec toutes les conséquences qui sont attachées sur les prélèvements fiscaux, les dépenses en question. Ça, c'est un puissant effet de levier parce que c'est quelque chose qui consiste à encourager les dépenses. L'autre proposition qui peut être formulée dans cette catégorie des effets de levier, c'est aussi le fait, et les partenaires sociaux l'ont proposé, et je le salue dans l'accord qu'ils ont signé au mois d'octobre dernier, c'est le fait d'encourager le financement supplémentaire sur des objectifs particuliers par les branches, par les entreprises, et notamment au niveau des bassins d'emploi, sur des bassins d'emploi industriels par exemple, en pleine mutation, vous pouvez identifier des métiers qui bougent, qui sont impactés, sur lesquels vous allez pouvoir lever des moyens spécifiques, et il faut pouvoir encourager ça. Il faut permettre notamment aux intercommunalités qui ne le peuvent pas aujourd'hui, il faut permettre aux différents acteurs d'encourager les moyens financiers spécifiques qui vont être levés par les acteurs. Vous nous expliquez que c'est un effort collectif qui doit être mené à la fois des entreprises, des collectivités locales, de l'État, du salarié lui-même, qui lui a un outil particulier, c'est le plus connu, il commence à être connu, c'est le fameux CPF, le compte personnel de formation. Vous relevez dans votre note que le recours au CPF est très inégal selon les niveaux de formation, c'est-à-dire que paradoxalement, les plus précaires, les moins qualifiés, ceux qui auraient intérêt à utiliser leur CPF, ce sont ceux qui d'abord ont un CPF qui est le moins crédité, sur lequel il y a le moins d'argent. Ce sont aussi ceux qui l'utilisent le moins. Et quand on regarde le détail des formations qui sont suivies, on se pose des questions, Franck Morel. Parmi les 15 formations les plus utilisées avec le CPF, c'est d'abord, et loin devant tous les autres, le permis de conduire. Ensuite, les tests TOEIC, notamment, c'est-à-dire faire valider son niveau d'anglais, ou encore des certificats informatiques. Est-ce qu'on tape pas à côté, Franck Morel ?
Incontestablement, il y a un sujet CPF et il y a incontestablement une nouvelle étape à ouvrir pour faire en sorte, et là aussi c'est quelque chose qui est mentionné par les partenaires sociaux dans l'accord d'octobre dernier, pour faire en sorte que l'usage du CPF soit plus en adéquation, plus en lien avec les besoins du marché du travail. Qu'on apprenne un métier, parce que est-ce qu'un permis de conduire est un diplôme qualifiant? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut sans doute orienter l'usage du CPF d'une part, et c'est une proposition que je formule, sur les formations qualifiantes vers lesquelles il existe des débouchés professionnels. Premier point. Ça veut dire ensuite qu'il faut beaucoup plus mettre le paquet sur le crédit du CPF des moins qualifiés, proportionnellement par rapport aux autres actifs. Avec un dispositif de seconde chance, par exemple, pour ceux qui n'ont pas suivi de formation depuis plus de 10 ans, et avec des crédits CPF beaucoup plus massifs sur les moins qualifiés. Ça veut dire aussi qu'il faut sans doute aider les formations au permis de conduire, les formations en langue, les formations à la création d'entreprises, qui sont aujourd'hui, vous l'avez souligné, le top 3 des formations financées par le biais du CPF. Mais est-ce qu'il faut le faire par le biais du CPF? Est-ce qu'il ne faut pas le faire par un canal spécifique permettant de s'assurer que ces formations sont bien suivies dans le cadre d'un projet professionnel avec un enjeu emploi à la clé. Voilà, il y a un enjeu financier qui est consistant et je l'ai dit tout à l'heure, chaque euro dépensé en matière de formation professionnelle doit être un euro qui a des effets positifs. Combien dépensons-nous annuellement en France pour la formation? Alors ça dépend ce qu'on compte, mais si vous comptez ce qui est dépensé par les entreprises, par exemple, vous avez à peu près 16 milliards, dont la moitié est intermédiée, c'est-à-dire dont la moitié est versée sous forme de contribution à des organismes qui collectent, qui gèrent et qui revient vers les entreprises, et l'autre moitié est versée en direct. Vous avez à peu près 4 à 5 milliards sur l'alternance, sur l'apprentissage, et donc les enjeux, mais s'agissant des reconversions professionnelles, l'enjeu il est à peu près d'1 milliard, sur des formations longues, lourdes donc, l'enjeu est à peu près d'1 milliard. Aujourd'hui, ce milliard, on se rend compte que sur certains volets, il n'est pas consommé comme il pourrait l'être. On parlera tout à l'heure de Transco, par exemple, qui en est une malheureuse illustration. Et sur d'autres volets, il est consommé sur des formations qui ne sont pas forcément les plus en lien avec le marché du travail. Alors vous citez Transco, c'est ce dispositif qui sur le papier est une excellente idée. Il y a cette idée qu'il faut massifier la reconversion professionnelle. Quand un secteur décline, eh bien il faut accompagner les salariés pour les amener vers les secteurs qui recrutent. Malheureusement, ça marche très mal. On a eu quelques exemples importants d'entreprises qui ont engagé des reconversions, par exemple dans la grande distribution, pour emmener, tenter d'attirer ces salariés vers les EHPAD, où on sait qu'on a un besoin crucial de main-d'œuvre, mais ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. D'abord, il faut avoir conscience d'une chose, c'est que on fait de la dentelle de précision dans un certain nombre de cas. Et dentelle de précision et système de masse, est-ce que c'est des choses qui s'accommodent bien ? On peut sans doute faire plus et on peut sans doute faire mieux. Je pense qu'il faut en réalité viser deux choses. Le système, il souffre d'un manque de souplesse et d'un manque de sécurisation juridique. D'ailleurs, il a connu plusieurs avatars pour essayer de pallier ces insuffisances, puisque effectivement les pouvoirs publics et les acteurs s'en sont rendus compte, en ouvrant par exemple la possibilité d'utiliser ce mécanisme avec un congé de mobilité, ce qui n'était pas possible au départ. Donc moi, ce que je propose, c'est de viser quelque chose de souple et de simple, avec plusieurs clés d'entrée possibles et une sécurisation juridique. Il y a un autre sujet sur lequel je voudrais revenir en matière de sécurisation juridique, très rapidement. C'est le fait qu'il est absolument pas normal, pas légitime qu'une entreprise puisse avoir une sanction financière de 3 000 € par salarié, pouvant aller jusqu'à 9 000 €, simplement sur la base d'une interprétation contestable, parce qu'au cours des 6 dernières années, elle n'a pas réalisé un entretien au bon moment. C'est quand même une vision de l'entretien professionnel extrêmement administrative. Il faut sortir de ça et il faut réhabiliter la fonction RH, justement dans le cadre des reconversions des entretiens, en privilégiant le dialogue social et en faisant table rase de ces mécanismes. Merci beaucoup Franck Morel d'être venu nous voir, avocat chez Flichy-Granger. Votre note à retrouver à partir d'aujourd'hui sur le site internet de l'Institut Montaigne. Bonne journée à vous.